remercie aux courageux qui sont venus après le boulot. Je voudrais remercier d'abord, avant de commencer, Lynx, qui sponsorise la conférence. Donc sans eux, on ne serait pas là. Donc il y a Reg Twist et Jonathan Salavès qui vont nous faire une présentation de la plateforme, les avantages. C'est une plateforme, ils ont plusieurs plateformes. C'est vraiment une. Je vois, moi, celle d'Interactive Broker, je trouve que c'est une plateforme de pro. Elle n'est pas évidente. De toute façon, le jour où vous ouvrez un compte comme ça, vous voulez utiliser cette plateforme, il faut absolument avoir de l'aide quand même. Parce qu'il y a plus de 60 types d'ordre, par exemple. C'est pas une plateforme juste buy, sell, stop loss, limite. Vous pouvez faire des ordres conditionnels, des baskets, enfin plein de trucs. Ils vous expliqueront. Et c'est le gros avantage de Lynx par rapport à, par exemple, Interactive Broker, c'est que Interactive Broker, ils sont victimes de leur succès. Et quand on les appelle, moi j'ai eu le cas plusieurs fois, je connais au moins 3 personnes, des gens que je connais, qui ont suivi ma formation, qui ont eu des positions, qui ne pouvaient pas les couper, puis tu te retrouves avec une occurrence, ça met 25 minutes. Donc quand tu as une position, tu ne peux pas la couper, tu es obligé d'appeler la salle de trading de Interactive Broker et qui te met 25 minutes à répondre. Ça ne fait pas trop, quoi. Donc, eux, ils sont là pour ça. C'est l'avantage, c'est qu'ils ont une réponse hyper rapide. C'est un vrai service. Donc, je commence en première partie. Donc, moi, je vais faire une petite différence entre les contrats futurs et le spot Forex. Je vais vous expliquer, on va voir en détail le business model des courtiers Forex. Ça, vous saurez un petit peu plus quoi, sur comment ils fonctionnent. Après, donc, ils vont vous présenter leur plateforme, Lynx. Et à la fin, ça sera Morgan Tramaseg, là, qui se cache dans le coin, qui est un trader arbitragiste option sur action à l'origine, mais il fait aussi les devises. Donc c'est un cador. Moi, il m'en apprend tout le temps, même si j'ai eu un bout de 10 milliards d'options à gérer chez EDF. Moi, c'était un petit peu plus passif parce que c'était de la couverture. Lui, il fait du trading très dynamique. Il est market maker, donc sur les options. Donc, il vous expliquera sur les marchés de futurs. Il vous expliquera un peu ce qu'il fait. Enfin, c'est une tête. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous parler des spécificités du spot Forex, le business model des courtiers. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer, mais le gros principe, comment ils fonctionnent, comment ils gagnent de l'argent. Quand vous savez comment votre contrepartie gagne de l'argent, c'est intéressant pour vous de savoir si c'est un deal qui est win-win ou pas. Je veux dire, il faut le savoir. Donc, c'est important. L'évolution de la réglementation, je vais faire un tout petit passage, puisqu'elle a changé depuis décembre 2016. Et donc, elle impacte les courtiers, donc il y a des changements qui arrivent sur le spot Forex. Donc après, je vais parler des spécificités des contrats futurs sur devises. Bon, c'est un peu le même principe sur les actions. Lynx, ils pourront mieux vous expliquer, puisque c'est tous les futurs. Donc, si vous voulez traiter des futurs sur pétrole ou sur indice, vous leur demanderez. Donc, je vous montrerai où trouver des informations. On va aller en fait sur les sites des bourses. On va voir les informations de base. Mais après, dans la plateforme, on a aussi les informations. Et puis, après, vous appelez le courtier aussi, il est là pour vous aider. Alors, on va parler des codes, comment ils sont construits, le code de base, quoi. Comment on recherche un contrat futur sur eBay, la plateforme eBay. Et puis, je vais vous montrer ce qui se passe quand il y a un flash crash, comme celui qui est arrivé le 7 octobre 2016. Qu'est-ce qui se passe quand on a une position spot? Puis, qu'est-ce qui se passe quand on a un contrat futur? Il y a des petites différences qui, à la marge, peut faire que si on perd moins, enfin, on peut peut-être s'en sortir un peu. Bon, un crack, c'est quand même un crack. Donc, le spot, quand on fait du spot, l'avantage avec tous les courtiers, vous pouvez faire n'importe quel montant. Il y en a un qui vous propose, je pense par exemple à un courtier canadien, vous pouvez faire 102 353 euros, dollars, 10 300, 10 euros, vous pouvez faire des sommes que vous voulez. Alors souvent, vous avez des lots. Eux, ils ont fait ça pour simplifier, mais en fait, on peut traiter le montant qu'on veut. Souvent, vous avez de nombreuses paires de devises. Il y en a certaines que vous ne pouvez pas traiter. Je pense au réal brésilien, par exemple, parce qu'elle est non délivrable. Et on va voir sur les bourses, celles-là, vous pouvez les traiter. Il y a des devises que vous pouvez traiter sur les bourses que vous ne pourrez pas traiter. Je pense au peso chilien, vous ne pouvez pas le traiter.
Bon, ça, c'est à la marge, hein, parce que moi, je ne vous conseille pas trop d'aller dans des devises hyper exotiques, parce que quand on change de paire de devises, on change de monde. Hein. Donc, si vous changez de monde, il faut que vous le compreniez. Je dirais, si vous faites du peso chilien, pour moi, c'est parce que vous êtes chilien d'origine. Donc, il y a des trucs que vous comprenez, la psychologie des gens, comment marche l'économie du marché, enfin, du marché local, etc. Mais je ne vous conseille pas d'aller dans ces devises, surtout que les traders, les courtiers, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils savent qu'à 98%, c'est encore plus concentré que sur le marché global. Hein, la paire numéro 1 sur le Forex, c'est l'eurodoll. Hein. Après, c'est le câble, après, c'est le dollar yen. Et les volumes, ils s'écroulent. Hein. Ils s'écroulent très très vite. Hein. Je veux dire, les volumes traités par jour, enfin, suivant les chiffres qu'a rapporté la Banque des règlements internationaux. Et quand on regarde chez les courtiers, c'est pire. C'est 98% sur l'eurodoll. Il y a du câble, de l'arienne, après c'est fini. C'est-à-dire que quand vous faites, je dirais, je sais pas, de la couronne suédoise, vous êtes tout seul avec lui. Hein. Vous êtes tout seul avec le courtier. Donc en fait, lui, soit vous avez un spread, si vous calculez le spread, il est horrible, hein, il est super cher, et puis quand il y a un problème, de toute façon, le spread, et donc en fait, votre pause, elle était peut-être bonne, mais le spread est tellement grand que de toute façon, vous perdez du fric. Donc je ne vous conseille pas d'aller dans des devises hyper exotiques, c'est le meilleur moyen de perdre du fric. Même s'il y a un rendement, un taux d'intérêt, puis même pire, s'il y a du carry trade, c'est encore plus dangereux. Donc je ne vous conseille pas. Alors eux, l'avantage, ils ont un dépôt faible, hein, et un levier énorme. Et en fait, c'est fait exprès. Ouais. Le plus vous avez un levier fort, plus ça va vous aider, quand vous êtes débutant, à perdre vite. Hein. Donc un courtier qui vous met un levier de 500, 1000, en général, c'est pas bon signe. C'est que lui, il veut vous aider à perdre. Hein. Donc, ça, il vous dit, un levier maxi, si vous voyez, enfin, les courtiers les plus sérieux, c'est 100 maxi, et même 100, c'est énorme. Hein. 100, ça veut dire quoi? L'eurodoll, il perd 100. Vous avez un levier de 100, vous avez mis le levier maximum, ça veut dire que si vous avez un compte de 1000 euros, vous avez acheté 100 000 euros, l'eurodoll, il passe de 1,06 à 1,05, ça fait 100 pips, il a perdu 1%, vous avez perdu 100%, vous n'avez plus rien dans votre compte. Hein. En un jour, quoi. Donc levier 200 en une demi-journée. Hein. Il y a des courtiers, ça va jusqu'à 1000. Hein. Donc plus le levier est énorme, plus c'est un indice comme quoi le courtier veut que vous perdiez. Hein. Les leviers maxi, les trucs sérieux, c'est du 50, c'est du 100 et c'est déjà énorme. Hein. Vous êtes avec une contrepartie unique, vous êtes qu'avec lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est face à vous, il est market maker. Donc market maker, ça veut dire qu'il fait le prix. Alors attention, market maker, ça ne veut pas dire truand. Hein. Vous achetez, lui il est vendeur, donc lui il a intérêt à ce que ça baisse. Vous achetez, vous avez intérêt à ce que ça monte. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que lui il est face à vous que c'est forcément il veut essayer de vous avoir. Je veux dire, le market making, c'est le mode de cotation qui prévaut dans le monde entier. C'est ce que je dis toujours, vous achetez une baguette de pain, c'est un market maker. Il vous la fait à 1,10 €. Vous la payez 2 fois plus cher que la boulangerie qui est de l'autre côté, elle qui est à 90 centimes la baguette, et donc, mais vous le savez. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'est la meilleure qualité, ou alors c'est la boulangère qui vous plaît, enfin je sais pas, c'est n'importe quoi, mais vous achetez, vous êtes d'accord sur le prix. Et ça, c'est du market making. L'OTC, c'est du market making, c'est-à-dire qu'il y a autant de places de cotation, enfin presque que de transactions, je dirais. C'est-à-dire que la boulangerie, c'est un market maker, la boulangerie A, la B, la C, il y a 10 millions de boulangeries. Le spot, c'est ça. Hein, dans le monde, il y a 2000 banques, donc toutes ne font pas du forex, mais je dirais, il y a le forex en lui-même. S'il y en a un qui fait une cotation, il y en a, le 1er janvier, vous pouvez traiter, si vous avez un contrat ISDA, enfin un contrat ouvert, un compte ouvert avec eux, vous traitez l'eurodoll le 1er janvier. Hein, alors que vous, votre courtier, vous met des horaires, mais le forex, il n'est pas fermé. Hein. Il y a des boulangeries qui sont ouvertes toute la nuit. Là, c'est pareil. Hein. Sauf que c'est votre contrepartie unique. Ça veut dire quoi? Vous avez acheté l'eurodoll, ça monte fortement, et lui, il est short, et il est short avec tous ses clients, il ne s'est pas hedgé, donc il est en perte, par exemple, et qu'est-ce qui se passe? Il fait faillite. Et bien vous, votre gain potentiel, vous n'avez pas coupé votre position, vous l'avez perdu. Puisqu'il est face à vous, il a fait faillite, vous êtes là-dedans, vous êtes avec la justice, etc. Ça dure des années, et vous ne récupérez pas le gain potentiel que vous avez. Vous êtes face à lui. Donc si le courtier commence à avoir des problèmes, il faut s'inquiéter, parce que votre compte, même s'il est ségrégué, votre compte, hein,
Donc la position verte que vous avez qui est gagnante, vous ne toucherez pas l'argent. Donc comment fonctionne un courtier? Un courtier, il y a deux modèles principaux. Alors là, ce graphe, j'ai tiré de l'Initial Public Offering, c'est-à-dire l'introduction en bourse de Gain Capital. Il y a en 2009, ils sont introduits en bourse. Donc l'introduction en bourse d'un courtier, c'est un gros avantage. C'est que, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une notice, bon en France ça sera à l'AMF, à la SEC, et dans la notice, il explique comment il fonctionne, quel est son capital, et il explique son business model. Parce que son but c'est quoi, introduction en bourse? Il cherche des investisseurs. Donc il veut attirer les investisseurs, et puis l'investisseur il dit, mais dis-moi où tu gagnes de l'argent, et si tu me dis où tu gagnes de l'argent, eh ben moi je vais voir si ton business model il est rentable, et je vais investir ou pas, quoi. Et donc il explique comment il gagne de l'argent avec ses clients. Donc là, il explique ça vient de la notice qui a été envoyée à la SEC. Donc ils vous disent quoi? Eh bien qu'en fait, bon, le client il est là, le client il va envoyer un ordre, par exemple d'achat, ça tombe sur le desk de trading de Gain Capital, et là on voit que il y a deux flèches. Hein. En fait, donc votre ordre, il va prendre la destination A ou la destination B. Alors, vous achetez, lui il est vendeur, donc son risque, c'est que le marché monte. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va racheter donc, sur le marché gros, donc auprès des banques, auprès des ECN. Donc là, c'est les banques, c'est ses fournisseurs de liquidités, les banques, ECN, etc. Et donc, si vous achetez, il est vendeur, lui, il va racheter tout de suite. Et puis, on voit qu'il y a une autre flèche, là. Si vous achetez les vendeurs, ils gèrent le flux. Et ça passe pas forcément. En fait, ce qu'il va faire, c'est que il va agréger les positions. Donc, par exemple, il y a plein de clients qui sont acheteurs, je dis n'importe quoi, globalement pour 200 millions d'euros. Donc, lui, il est short de 200 millions, puis il se dit, moi, mes clients, elle a beaucoup, c'est des débutants. Le gars, il va peut-être gagner ce coup-ci, là, celui-là, le deuxième coup, de toute façon, il est débutant, il ne connaît rien, il va finir par perdre. Donc, moi, je tiens sa position. Hein, il a acheté, moi, je suis vendeur, et puis, même s'il a gagné sur ce coup-ci, au bout d'une dizaine de fois, il va perdre. Et puis si moi je suis vendeur, s'il perd, moi je gagne. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais hedger une partie quand même, parce que je me dis, on ne sait jamais. Si les mecs, ils ont acheté globalement pour 200 millions, on ne sait jamais. Moi je suis vendeur, pour une fois, ils ont peut-être raison. C'est le coup, ils ont raison. Donc en fait, il va retourner une partie. Il va décider sur les 200 millions. Il va se hedger, par exemple. Bon, alors on va voir exactement combien dans le slide d'après. Par exemple, sur 200 millions, il se dit, moi, je vais hedger 150 millions. Donc, je vais acheter, ils ont acheté 200 millions, les clients, je suis short de 200, je vais acheter 150 et je vais garder une pause de 50, je tiens la pause et j'attends que mes clients perdent. Alors ça, c'est le market making. Alors attention, c'est pas illégal. Vous avez acheté, lui, il a vendu, vous avez conclu une transaction, vous étiez d'accord sur le prix quand vous avez acheté. S'il attend comme ça, tout simplement, c'est complètement légal, il a le droit. Hein. Je veux dire, vous allez acheter votre voiture d'occasion chez un concessionnaire. Le concessionnaire, il vous la vend 20% de plus que l'Argus, parce qu'il vous dit, attention, moi je vous fais une garantie, machin, je l'ai bichonné. Vous l'achetez en conséquence de cause, c'est de l'OTC, il vous la vend 20% de plus, mais vous êtes content parce que vous avez confiance en lui, vous dites qu'elle ne va pas tomber en panne tout de suite, et que parce que vous n'avez pas été voir 150 mecs la nuit avec une lampe de poche sous le moteur, vous l'avez acheté en conséquence de cause 20% plus, et c'est légal. Et là, c'est pareil. Ce qu'il fait, là, c'est complètement légal. Ce qui commence à pas être légal, c'est qu'il y a des courtiers, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ce qui les intéresse, c'est ici, c'est plus rémunérateur. Les 50 millions, ça rémunère plus que là, d'essayer de gratter un pips ou deux sur le client. Là, de gagner petit à petit tout son dépôt. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire des trucs. Souvent, ce qui arrive, le client, il met 10 000 euros, et puis il commence à perdre. Donc, ils ont des logiciels de Customer Relationship Management, de CRM. Et puis, d'un seul coup, il appelle le client. En fait, pourquoi le logiciel a détecté que le mec, il ne traitait plus? Le gars, il a déjà perdu 20%. Il se voyait millionnaire, et puis il perd 20%. Et donc, en fait, ils appellent le sales, il appelle le client, puis il lui dit, ah, monsieur Dupont, mais ça va bien le trading et tout, le gars, innocemment. Et puis, en fait, dans la réalité, c'est très bien que vous avez arrêté. Et lui, sa crainte, c'est que vous aviez 10 000 euros, il reste 8 000, c'est que vous retiriez les 8 000. Donc eux, ils ne vont pas les gagner, les 8 000. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va appeler le client pour le remettre en confiance.
pour que le client retraite. Donc on va lui dire, tiens, vendredi, regarde, il y a les NFP qui arrivent, et qu'est-ce qu'on va faire? Le client, on lui dit, vous mettez 1000 € de plus sur votre compte, et nous, on vous met 1000 € de bonus. Hein, vous voyez, comme ça, c'est cool. Si vous perdez 1000 €, de toute façon, nous, on a mis 1000 €, vous risquez rien. Alors déjà, en fait, le 1000 €, c'est pas de l'argent que vous pouvez retirer, hein, c'est un bonus, c'est de l'argent extra, c'est de l'argent fictif. Et puis, en fait, dans la réalité, il y a une petite étoile qui dit, vous allez toucher effectivement les 1000 € de bonus si vous faites 150 000 allers-retours. C'est normal. Il sait que le mec est potentiellement mauvais, donc plus il traite, plus il a des chances de perdre et de jamais de voir les 1000 €. Donc tous les courtiers, alors maintenant ça va être simple, hein, les bonus c'est interdit en France depuis la loi Sapin, mais tous les courtiers qui présentent des bonus, ça veut dire qu'ils vous veulent ici. Ils ne vous veulent pas ici. En fait, ils ont des logiciels qui, vous arrivez, vous êtes débutant, ils vous classent ici, B-Book, c'est-à-dire Manage Flow Account. Si vous êtes bon, au bout d'un moment, ils vous passent de B-Book à e-book. Hein, et si vous redevenez mauvais, il vous remet en B-Book. Et c'est constamment comme ça. Hein. Si vous êtes bon, ils savent que si vous achetez, eux, ils vont se faire avoir 9 fois sur 10. Donc ils vont retourner tous vos deals. Donc il y en a qui se sont dit, là je gagne 1 ou 2 pips, donc ce que je vais faire, soit les bonus, je vais faire encore mieux. Le mec qui traite, c'est un bon lui. Et tiens, la plateforme, un petit freeze. Sur la plateforme, le mec il commence à dire, c'est quoi cette plateforme et tout. Et puis le mec il retire son cash, hein. Le gars il ne peut pas traiter, il a des problèmes techniques pour traiter. Alors ça c'est illégal. Et il y a des courtiers qui ne se gênent pas de faire ça, qui veulent des pure B-Book. Donc ça c'est le marché du spot Forex. Alors il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, mais je vous dis, ça c'est autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est manipulation des cours, des prix, voilà, c'est que des trucs comme ça. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des prix gros, ils renvoient, donc ils ont les prix par exemple d'une dizaine, de vingtaine de partenaires. En fait, avec ça, ils se font un prix moyen, ils font un prix mid, hein, et puis ils rajoutent un spread, et ils reconstruisent une fourchette. Donc la deuxième erreur que j'ai entendue beaucoup chez les particuliers, tu as le courtier qui te présente un carnet d'ordre de bits de Ask, mais il vous présente n'importe quoi. Enfin, c'est pas un ECN, donc il vous présente n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est lui qui a construit les prix. Il est reconstruit de ce qu'il a reçu. Hein. Donc c'est lui qui décide du timestamp, quand est-ce qu'il va vous renvoyer des cotations. Ce que vous voyez, c'est fictif, mais il vous montre un truc sympa. Vous voyez un carnet d'ordre, vous croyez que vous êtes dans un truc où vous voyez les gros ordres, et de toute façon, que les gros ordres, et puis qui dit qu'il est connecté avec les gros flux, et puis les ordres qui sont cachés, puis maintenant qu'il est dans mon algo, c'est comme vous avez des algos qui sont iceberg quelque part. Le truc il met 10 millions, je pense à des Tivois, puis il achète 10 millions toutes les 10 minutes. Vous ne savez pas que l'ordre est super gros, hein. Vous ne voyez pas. Donc le carnet d'ordre que vous voyez, c'est pipeau. Hein, c'est pas un ECN, c'est pipeau. Voilà. Donc ça marche comme ça. Alors je vous dis, attention, tous les market makers ne sont pas mauvais. Il y en a beaucoup qui sont pas très sympas avec les clients. Il y en a qui sont bons. Mais tout ce qui est bonus, c'est louche. C'est qu'on est dans le B-Book. Hein. Voilà. C'est tout ce qui fait du cold calling, c'est-à-dire qui vous appelle machin, coach trader, bidule. C'est louche. Je veux dire, les vrais courtiers, ils ne sont pas là en train de vous appeler à faire du forcing. Voilà, c'est... bon, je passe, mais malheureusement, on est dans ce monde, mais il faut le savoir. Et ils se sont aperçus d'un autre truc aussi, c'est que ils vont vous attirer sur un spread super bas, voire même à 0. Le mec, il peut mettre un spread à 0, puisque de toute façon, il capte ton dépôt. Il s'en fout du spread. Donc plus le spread est bas, et qu'il n'y a pas de commission au volume, plus c'est louche. Hein, parce qu'ils savent que les débutants regardent que le spread. Donc là, ça date de 27 février, c'est pas vieux, donc c'est le boss de excuse-moi, c'est le boss de Gain Capital qui vous donne en détail, il donne des détails. Donc il a récupéré les clients de FXCM, puisque FXCM, pour obstruction à la justice, FXCM n'a plus le droit d'opérer sur son propre marché. Hein, ils ont été obligés de revendre leurs clients, tous leurs clients US FXCM, à Gain Capital, c'est-à-dire le courtier qui était numéro 2 aux US, il est devenu numéro 1 depuis. il explique, il dit que une fois que le trade du client est exécuté, alors on hedge notre risque agrégé, ce qui met sur le marché interbancaire. Hein, donc c'est
le truc où il y a une petite flèche et des pointillés. Hein. Et il dit quoi? Il dit après, 95% de notre volume quotidien de trading est hedgé. Donc il y a 5%, et c'est là qu'il fait son gain. Il y a 95%, donc ils ont acheté 200 millions. Hein. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a 10% qui est en position ouverte. Donc là, ça veut dire quoi? S'il y a une forte volatilité, hein, s'il y a des flash crash, s'il y a des floors euro suisse qui tombent, en fait, en cas de très forte volatilité, le courtier qui est market maker, il est en risque. Parce que ce jour-là, il suffit qu'il soit dans la mauvaise position et ses clients dans la bonne. Sur les 5% qui ne sont pas hedgés, il peut être en perte. Dans le passé, il y a des courtiers, je pense à Refco, je crois, qui ont fait faillite, comme ça, en cas de forte volatilité. Donc vous avez ce risque, et ce que je vous ai dit, vous ne risquez pas sur votre compte, puisqu'il est ségrégué, mais vous risquez sur votre position ouverte. Hein. Donc là, bon, ça après... Et tout est automatique, hein, parce que je pense qu'il y a des moments, il y en a qui ont fait de la publicité sur le non-dealing desk. Mais non-dealing desk, ça ne veut pas dire que tu n'es pas B-book. Hein. Non-dealing desk, ça veut juste dire que c'est automatique, fait par un ordinateur. Ça ne veut pas dire que... en fait, le programme, il a été conçu par des gens. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir sur FXCM justement? Parce qu'ils ont été bannis. Ils ont été bannis parce que, bon, apparemment, ils ont fait plus ou moins... si tu veux, ils ont fait un peu obstruction à la justice, je ne me rappelle plus en détail, mais ils ont fait donc le patron... Si FTC, oui. L'autorité de contrôle, a trouvé qu'ils ont fait de l'escroquerie parce qu'ils promettaient aux clients de faire du no doing desk. En fait, ils ont créé une société à côté. En fait, pour entrer, mais ce n'est pas le but de la conférence. Hein. Non, c'est pas le but. Non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont triché en disant que tous les deals étaient retournés un par un. Oui, c'était vrai, mais en fait, ils étaient retournés chez Lucide Marquez, qui leur appartenait à 100%. Et qui était un hedge fund, qui donc était celui qui donnait les prix, et qui donc faisait ce qu'on, je vous dis, le B-book derrière. En fait, ils avaient une autre société qui faisait le B-book. Donc, ils vous disaient, tous les disques te sont retournés un par un. Mais en réalité, il était dans le modèle B-book et book. Hein. Mais bon... mais c'est pas surtout pour ça, c'est parce qu'ils ont eu des obstructions à la justice, c'est tout, je veux dire. Donc ça passe super mal. Donc au passage, alors je fais un petit clin d'œil à Marc Raffard, il y en a certains qui le connaissent, parce qu'il a bien regardé tout ce qui était les lois 5.2, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'a modifié cette loi? C'est que en fait, maintenant, un courtier, il est interdit de publicité en France, de publicité directe ou indirecte. Donc les pubs sur les sites, les forums de courtiers vont disparaître petit à petit. Si le produit n'est pas listé. Donc quand vous faites des futurs, le produit il est listé, il est sur une bourse, il est agréé par les autorités, etc. Alors que le spot, c'est de l'OTC, tout ce qui est OTC, c'est pas listé. Donc tous les courtiers, ils ont un problème maintenant, c'est qu'ils ne peuvent plus faire de la pub, ils ne peuvent plus envoyer des emails. Hein. Comment? Alors, ils sont en train de faire des modifications, il y a plusieurs courtiers qui sont en train de proposer des stop-loss garantis. Hein. Alors attention là-dessus aussi. Parce que c'est quoi le stop loss garantie? C'est, en fait, vous achetez par exemple une action à 100 € et quand vous faites l'ordre d'achat, le stop loss il est intégré. Vous êtes obligé d'en mettre un. Par exemple, vous le mettez à 80. Donc potentiellement, vous pouvez perdre 20 €. Vous pouvez perdre 20 € que si dans votre compte, vous avez déjà 20 € de déposit. Hein. Donc en clair, ça veut dire quoi? Vous avez 10 000 €, vous mettez une position de 1 million. Vous avez 10 000 €, vous mettez une... Ouvre la porte s'il y a des gens qui veulent venir. Si vous mettez 10 000 €, vous prenez une position de 1 million d'euros. Hein, donc, je veux dire, ça fait quoi ça? Ça fait un levier de 100. Oui, ça fait un levier de 100. Et bien, en fait, votre stop loss, vous pouvez le mettre à moins 10 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tout perdre. Hein, vous ne perdez pas plus que votre compte, mais c'est quasiment comme avant. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on perd plus que son compte? C'est quand le courtier il ne peut pas faire l'appel de marge. Normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit par exemple, on vous met un levier de 100, donc ça veut dire que quand vous avez 10 000 €, il y a 1% de votre compte qui est... en fait, quand votre compte arrive à votre position en mark-to-market, elle baisse, et elle arrive donc à 1% du capital que vous avez mis, à ce moment-là, lui, il a le droit de vendre à votre place, hein, d'exécuter et de couper votre position avant que le compte passe en négatif. Et dans les cas rares où il ne peut pas, c'est quand il y a des flash crash. Donc oui, votre compte, il peut passer en négatif. Donc là, maintenant, de par la loi, si votre compte passe en négatif,
un courtier qui fait le stop garanti, votre compte ne passera pas en négatif, mais par contre il passera à 0. Hein, il pourra passer à 0 si votre stop loss représente tout le dépôt que vous avez mis. Vous n'êtes pas obligé. Le stop loss, vous pouvez que le rapprocher du cours d'entrée en position, mais vous ne pouvez pas l'éloigner une fois que vous l'avez mis. Et si votre stop loss, vous avez décidé de mettre, c'est la valeur de votre compte entier, vous pouvez faire tout votre compte. Hein, donc c'est... Attention quoi. Hein. Alors là, il vous explique, bon, il connaît l'évolution des lois, vous lui demandez à Marc Raffin, il vous expliquera mieux que moi. Donc maintenant, je viens sur les contrats futurs. Ils sont standardisés. Hein. Alors pourquoi ils ont standardisé? C'est pour augmenter la liquidité. Hein, si vous faites un produit standard, le problème de l'OTC, c'est que du coup, on peut mettre plein de caractéristiques sur les options notamment. C'est qu'au bout d'un moment, le jour où vous avez acheté un produit OTC tellement spécialisé, tellement, je dirais, particulier, que le jour où vous voulez le revendre, la seule banque avec qui vous allez le revendre, c'est celle avec qui vous l'avez acheté. Puis, bah, elle vous attend le tournant. Enfin, moi, je le voyais, hein, quand j'étais à EDF, les banques me proposaient des produits structurés. Moi, le premier truc que je faisais, c'est essayer de le décomposer en un produit vanille. Hein, parce que m'assurer la liquidité. Parce que quand vous avez une taille énorme, ben, le jour où vous voulez vous retourner, je vous dis, c'est fini, c'est mort. La banque, elle vous attend. Donc, en fait, ils sont standardisés, les montants sont fixes. Hein, donc, on va le voir. En devise étrangère sur le CMI, ils ont une date d'échéance donc qui est fixe, donc c'est des marchés avec une date d'échéance livraison dans le futur. Quand vous faites du spot, vous, la date des règlements livraison, c'est-à-dire vous achetez de l'euro, c'est dans 2 jours que vous allez recevoir dans votre compte de l'euro, c'est dans 2 jours que vous allez débiter. Alors vous ne voyez pas, vous voyez qu'en euros, mais quand on fait une vraie transaction, quand on est professionnel, quand on va faire de l'euro-dollar, on a un compte euro et un compte dollar qui est ouvert avec la banque avec qui on veut traiter quoi, cette paire de devises. Et donc il y a vraiment, c'est vrai, du vrai change, il y a un débit-crédit dans les deux devises. Hein. Vous voyez que la différence, en fait, quand vous achetez l'euro-dollar et vous le revendez, votre gain il est en dollars, et elle vous le reconvertit en euros, si votre compte est en euros. Hein. Et d'ailleurs dans eBay, on le voit, c'est-à-dire que dans eBay, vous allez avoir un compte en euros et vous allez avoir un compte en dollars. Vous faites le contrat futur euro-dollar, votre gain ou votre perte, il sera en dollars. Il ne sera pas en euros, c'est la réalité en fait. Ça veut dire que votre gain et votre perte, il est en dollars. Si après le dollar il baisse, l'euro il monte, vous êtes en risque de change sur votre PNL. Hein, il faut en prendre conscience ça, quand c'est une taille énorme. Hein. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Les paires de devises sont moins nombreuses, mais par contre, là je parle du CMI, bon, le CNH, il y a des plateformes qui commencent à le proposer, mais vous pouvez faire du peso mexicain. Là, si je vous demande des plateformes que vous connaissez, Forex, je n'en ferai pas. Du rouble, du shekel israélien, du réal brésilien, du peso chilien, du won coréen. Alors, je vous disais, sous réserve, je ne vous conseille pas de le faire, sauf si vous connaissez vraiment ce marché. Alors, vous pouvez traiter l'inverse d'une paire, parce qu'ils traitent à l'inverse, c'est les Américains, ils pensent dollar, donc vous ne faites pas du dollar yen, vous faites du yen dollar. Bon, ça, c'est pas vraiment un avantage, mais bon, c'est comme ça. Par contre, le dépôt, il sera plus conséquent, parce que la bourse, de toute façon, elle va vous mettre une initial margin, une maintenance margin, et les leviers, du coup, sont plus faibles. Mais c'est pas un mal. Les hedge funds, ils n'ont pas des leviers monstrueux. C'est du 2, du 3, du 5, c'est pas du 50, hein, c'est pas du 100. Je veux dire, déjà, il y a plusieurs raisons. C'est qu'ils ne peuvent pas se faire une perte de moins 30% s'ils ont des clients. Parce qu'un client, vous faites moins 30%, tous les clients se barrent. Donc, ils ne peuvent pas avoir des leviers monstrueux. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est pas le levier qui fait gagner. Hein. C'est d'être dans le bon sens. Je veux dire, donc en fait, le problème, souvent les particuliers, ils ont un gros défaut, c'est que plus le compte est petit, plus ils ont tendance à mettre du levier pour compenser. C'est une erreur. Je veux dire, il vaut mieux... Ils ont un problème avec l'argent. Je veux dire, quand vous allez faire du golf, vous vous faites plaisir, et vous êtes sûr de perdre de l'argent. Okay, là, vous faites du trading. Au début, il faut se dire, je ne cherche pas à gagner. Je cherche à comprendre le marché. Donc, je ne mets pas de levier, parce que je vais faire des erreurs. Si vous mettez du levier, vous allez perdre avant de comprendre. Et donc, c'est le problème avec les courtiers qui proposent des leviers trop gros. Vous avez une chambre de compensation, donc c'est un gros avantage, c'est que quand vous achetez, en fait, le courtier, en fait, toutes ses positions, il va les reporter à ce qu'on appelle un adhérent compensateur. Et l'adhérent compensateur, c'est un grossiste, quoi, qui va faire... Et l'adhérent compensateur, lui, il va reporter toutes les positions à la chambre de compensation.
Mais ça veut dire que si jamais vous avez acheté le contrat euro-dollar et vous êtes gagnant, le courtier fait faillite, hein, bon, votre compte il est ségrégé, en plus votre position qui gagne, eh ben, je dirais vous n'êtes pas face au courtier. Donc vous n'avez pas ce problème. Après, gros avantage du courtier aussi, c'est que vous lui payez des commissions, mais ce n'est pas lui qui fait le prix. Hein. Donc lui, au contraire, plus vous traitez, donc plus vous existez, plus il gagne d'argent, il intéresse que vous gagnez. Hein. Donc ça, c'est une grosse différence. Il n'a pas intérêt que vous perdiez, il intéresse que vous gagnez. Hein. Donc en fait, vous allez payer une commission, c'est transparent, quoi. Il n'a jamais votre position, il n'est jamais face à vous. Vous êtes face à soit un market maker sur le marché, il y a des market makers pour assurer une liquidité dans le carnet d'ordre, c'est-à-dire que vous voyez toujours un ordre d'achat, toujours un ordre de vente, des couches. Donc les bourses, elles ouvrent des contrats de market making, il va en parler peut-être beaucoup plus puisqu'il le fait Morgan, puisqu'il fait ça. Donc en fait, il y a des conditions, ils sont obligés de présenter un ordre d'achat, un ordre de vente constamment dans le marché, sous plus ou moins grand, et puis des fois ils peuvent se mettre off quand même, mais ils peuvent le faire. Donc ce que je veux dire, c'est que là vous lui payez une commission, c'est transparent. En plus, comme il y a plein de market makers, ben, normalement les prix, bon, la bourse elle va être limitée, hein, c'est-à-dire que l'eurodoll c'est le demi-pic. Mais franchement, les Versailles, bon, si vous êtes bon, vous n'êtes pas un demi-pic près, vous n'êtes pas un pic près. Enfin, je veux dire, le problème aussi, c'est que si vous faites du scalping, c'est le truc le plus dur. Donc, je veux dire, ça veut dire que vous connaissez tout ce qui se passe dans le marché à des moments, vous savez quand est-ce qu'il vous arrêtez, vous avez des risques opérationnels très forts quand vous faites du scalping. Quand vous faites du trading intraday, vous n'êtes pas un pic près, quoi. Je veux dire, quand on a gagné, je dirais, si l'eurodoll fait 100%, moi, ça m'arrive des fois de gagner 50 pips sur 100 pips, c'est une journée exceptionnelle. Enfin, c'est rare qu'on gagne tout le range de la journée, c'est hyper rare. Donc je veux dire, on n'est pas un pic près, 2 pics près, c'est pas ça le plus important. Je veux dire, donc c'est d'être dans le bon sens. Moi, quand je fais du trading intraday, j'achète marché. Je cherche pas, enfin, ou alors c'est vraiment que j'achète un niveau nettement plus bas, mais je ne suis pas à essayer de grappiller un pip sous deux, parce que si je pense que ça va monter, bah, tu vois le marché qui monte, puis bien tu es tellement énervé que tu achètes, c'est là que les autres ils prennent leur profit. Hein. Donc si tu penses que ça va monter, moi je l'ai dit à l'ouverture, j'en ai joué ce matin il y en avait un, ça a monté l'eurodoll, et puis j'ai bien vu qu'il y avait des ordres un petit peu éparpillés, quoi, à 0,685 qui commençaient, dans les news que j'ai vu qu'il y avait des ordres éparpillés. Ben, j'ai essayé de vendre un peu plus haut, ben, je ne fais pas le con, j'ai vendu, j'ai pas eu plus haut, et après ça a redescendu, hein, matin à 8h30, 9h. Ben, je veux dire, je me suis fait 10 pips, c'est bon. Je veux dire, je cherche pas et j'ai acheté marché. Et quand j'achète marché sur la plateforme, il pourra vous expliquer, bref, ce qui est bien sur cette plateforme, c'est que tu peux lier un ordre stop loss. Donc moi, quand j'ai acheté, le stop loss y est. Hein, donc ma connexion internet, elle peut planter, le stop loss y est. C'est super important parce qu'un jour, si vous traitez tous les jours, un jour vous avez un problème opérationnel. Hein. Donc c'est pareil, le scalping, le mec qui se dit, moi je fais du scalping, je reste pas longtemps dans le marché, s'il traite toute la journée, ben en fait il est tout le temps dans le marché. Donc un jour, il a le problème, il a le truc exceptionnel. Hein, je sais pas, Draghi qui cause moins 100 pips, il l'a dans la figure. Hein, attention. Donc je continue, ça je l'ai dit, vous pouvez être liquidity provider, c'est-à-dire que vous pouvez être la différence quand vous faites du spot, quand vous achetez sur le spot, ben, je vais le montrer sur celle-là. Quand vous achetez sur le spot, ça c'est l'order book sur eBay, c'est contrat futur euro-dollar. Et ben vous là, j'ai fait exprès de le prendre à une copie d'écran à un moment où on voit que l'as traded il est là, le ask il est là, le bid. Hein? Donc vous pouvez très bien vous laisser un ordre d'achat au bid, de vente à l'ask. Hein? Vous allez voir tous les courtiers Forex Market Maker, vous ne pouvez pas mettre un ordre exactement au bid, exactement à l'as. Parce que soit vous êtes en e-book et vous êtes en train de bouffer ça au milieu, entre les deux, là sur le CMI, sur les marchés futurs, je peux mettre un ordre d'achat au milieu, alors que le bid il est là, et là ce qu'il est là, ou un ordre de vente, en plein milieu de la fourchette. Ça, sur un courtier Market Maker, c'est pas possible puisque vous êtes en train de manger sa marge. Donc il vous l'interdira. Donc là, vous pouvez. Donc sur les prix d'options, moi c'est ce que je fais, il y a un bid et un ask, et souvent tu te mets mid-market au milieu, et
t'es souvent tapé, sauf s'il y a un train qui est en train de partir, et si le marché est assez calme, t'es souvent tapé. Tu as des prix super sur les options, et mieux que les courtiers qui proposent des prix d'options OTC, quoi. Hein, enfin, je parle en tant que particulier, quoi. Donc, ce que je veux dire, là, vous pouvez être market maker, c'est-à-dire vous pouvez mettre et à l'achat et à la vente, puis supposons qu'il y a un mec qui vous tape à 1,07, le marché ne bouge pas, le last credit c'est 1,07, 30 secondes après, une seconde après, il y a un mec qui vous vend à 1,0699, vous avez gagné le spread, là vous êtes devenu market maker. En fait, n'importe qui peut se faire du market making. Après, je ne le conseille pas, hein, c'est une technique, quoi. Mais ce que je veux dire, ça, vous ne pouvez pas. Sur le Forex Market OTC, vous connaissez, pour les courtiers, vous êtes obligé de traverser la fourchette à l'achat et à la vente. Vous êtes obligé de la traverser. Hein. Alors, je reviens sur celle d'avant. Qu'est-ce que je voulais dire oui, là, c'est ce que vous disiez. Voilà, sur les futurs, là, j'ai pris Eurex. Vous avez des market makers. Ils ont fait exprès. Comme ça, vous avez tout le temps des gens qui sont à l'achat, à la vente. Hein. Donc, en fait, là, voilà, sur Euro Futur. Donc, en fait, c'est des contrats qui sont jusqu'au 31 décembre 2017. Puis après, ils les renouvellent ou non. Bon, je ne vous ai pas mis les noms, mais tu as plein de banques qui sont market makers pour assurer la liquidité sur le marché. Parce que la bourse, elle intéresse qu'il y a des liquidités. Vous avez acheté, votre préoccupation, c'est de revendre. Donc, c'est de voir un bid. Hein. Donc, ils vont le faire. Le courtier market maker, vous aurez toujours un bid et un ask, mais lui, il sait que de l'autre côté, par exemple, si vous tapez son bid, il est acheteur, il sait que de l'autre côté, il ne peut pas revendre s'il est acheteur, ben en fait, d'un seul coup, il va vous décaler la fourchette, lui. C'est ce qu'il va faire. S'il y a un trou d'air, il va la décaler brutalement. Là, vous aurez des market makers. Comment ? Je continue, donc ça, je vais l'expliquer. Donc, quand vous voulez trouver les contrats, si c'est par exemple à Chicago pour les devises, vous allez sur le site CME Group et puis vous allez sur FX. Et puis vous en avez sur plein de trucs, hein, taux d'intérêt, climat, immobilier. Et donc vous pouvez traiter tout ce que vous voulez, en fait. L'énergie. Donc l'eurodoll, ils ont fait un contrat phare euro-dollar à 125 000 euros le lot. Donc Morgan m'a expliqué tout à l'heure pourquoi 125 000. Hein. Parce qu'il fonctionne historiquement en fractions, hein, c'est un quart, un demi, parce qu'à l'origine, les pièces d'un dollar, il les coupait, hein, en or, il les coupait, un demi-dollar, 50 cents, et un quart, etc. Et donc là, ils ont fait pareil, ils me disaient, ils sont partis d'1 million d'euros, et ils l'ont coupé, donc 1 500 000, 250 000, etc. Donc vous avez le lot standard 125 000. Le CME s'est rendu compte que c'était gros quand même pour des particuliers, parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui traitent l'euro-dollar futur. Donc ils ont fait le demi-contrat, quoi, et qui est encore la moitié, et ils ont fait le dixième. Moi, je vous conseille franchement, c'est plutôt d'aller dans celui-là, parce que là, le spread, il est de 1,5 pip, il ne sera jamais moins, mais il y a vraiment la liquidité, et les market makers, ils sont vraiment là. Là, si vous allez en début de journée ou en fin de journée, le spread, il est de 1 pip, et puis des fois, ça va s'écarter. C'est un peu moins liquide. Hein. Donc moi, je vous conseille d'aller sur le gros contrat. Mais le gros contrat, ça veut dire que vous n'avez pas un compte à 2 000 euros. Hein. Vous êtes obligé d'avoir un compte qui... je ne sais pas combien c'est. Vous pouvez ouvrir un petit compte chez Lynx, mais l'initial margin, sur l'euro-dollar, je crois que c'est 6 000 et quelques. Je l'ai mis après, c'est 6 000 et quelques. Autrement dit, si vous avez 6 000 euros, vous faites un contrat, vous avez une chance sur deux, si ça bouge dans le mauvais sens, d'être à l'initial margin. Il faut 15 000 euros minimum. Il ne faut pas 5 000 euros hein, sur un contrat euro-dollar. Ben, je l'ai marqué après. Les contrats câbles. Alors là, déjà, je me suis bourré, c'est sterling. Non, ça, c'est pas 6E déjà. C'est 6B. Hein, excusez-moi. Ça, c'est 6B, c'est 62 500 sterling. Et il n'y a pas de demi. Après, c'est le dixième hein, sur le câble. Et donc, toutes les specs, les spécifications, elles sont marquées. Alors, attention, c'est que... un autre truc que je voulais vous dire, il y a un petit inconvénient sur les marchés futurs, c'est que la chambre de compensation, elle fait la compensation une fois par jour. Ça veut dire qu'elle regarde qui est acheteur, qui est vendeur, elle fait le net entre tous les courtiers, les positions ouvertes résiduelles. Donc pendant 60 minutes tous les jours, il n'y a plus de cotation. En France, c'est 23h minuit. Enfin, c'est Chicago time, il faut faire gaffe quand on est en zone quand on est à intervalle zone d'été,
Et comment on dit, je me rappelle plus, Daily Saving Lights, enfin, l'heure d'été, l'heure d'hiver. Vous savez qu'en mars, là on vient d'en sortir, et en octobre, et bien en fait, à un moment, on n'a que 5 heures de décalage avec les US. Donc il y a Chicago Time, c'est 7 heures de décalage, hein, c'est Chicago Time. Donc en fait, c'est à 23 heures, les cotations s'arrêtent. Donc ça veut dire que si vous avez une position ouverte, que vous la gardez la nuit sur le contrat euro-dollar futur, entre 23h et minuit, vous ne pouvez plus rien faire. Si vous avez un stop loss et un take profit qui est déjà en machine, si vous avez acheté, le euro-dollar baisse fortement entre 23h et minuit, votre stop loss il sera fait qu'à la réouverture. Là, vous avez un risque pendant un petit moment. Sincèrement, soit vous avez pris le parti de faire des positions à plusieurs jours et vous avez ce risque. Hein, c'est un moment, attention, où c'est pas liquide. Hein, sincèrement, si vous faites trading intraday, de toute façon, vous avez coupé votre position avant. C'est tout, quoi. Je veux dire, mais attention, là, il y a un petit risque. Enfin, il y a un risque qui est plus fort que sur l'OTC, parce que l'OTC, vous pourrez couper votre pause. Mais s'il y a un flash crash, de toute façon, sur l'OTC, vous le subirez. Les codes. Alors, en fait, un contrat, il est construit d'une façon spéciale. Hein. L'euro-dollar, il s'appelle 6E. En fait, vous allez sur le site CME Group et vous voyez, il ne faut pas chercher, il s'appelle 6E, c'est comme ça. Normalement, on met le code du contrat, le mois d'échéance et la date d'échéance. Hein. Les contrats futurs, donc, je vous les ai mis, ça vient du CME. En fait, les contrats les plus traités, c'est mars, juin, septembre, décembre. Donc là, on est sur le contrat juin actuellement. Hein. Et donc, en fait, tu traites de l'euro-dollar, échéance juin 2017. Donc, c'est 6E. Juin, c'est M. 6E, M7. Si vous voulez traiter un contrat yen, eh ben, le code du contrat yen, c'est J7. Si vous voulez traiter le septembre, ça sera U7. Donc, comme vous traitez du septembre, il y a beaucoup moins de volume. En fait, la liquidité, elle est très forte. Elle augmente. Elle est très faible à la naissance du contrat. Des fois, il naît 1 an et demi, 2 ans. Pour regarder les spécificités, c'est écrit. Avant la date d'échéance, 1 an et demi, 2 ans. La liquidité, elle devient maximum quand ça devient le contrat phare. Donc actuellement, c'est le contrat phare, c'est celui-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au dernier jour, la liquidité, elle est maximum. C'est le dernier jour seulement qu'ils sont en train de basculer sur le contrat septembre. Alors, le dernier jour, ça sera, je sais quoi, c'est le troisième. C'est quoi, troisième? C'est quoi, le 2? Enfin, je sais plus, c'est un truc. C'est aussi écrit sur le site. C'est un mercredi ou un vendredi? Vendredi. Je ne me rappelle jamais. Mais je veux dire, c'est écrit sur le site de la bourse, mais attention, si vous gardez votre position et que vous retrouvez le dernier jour du trading, ça c'est un autre problème que vous allez avoir dans les futurs, ils vont vous livrer. Ça veut dire que vous allez vous retrouver en spot Forex. Alors ils vous diront où, je ne sais pas comment, enfin, là tu vas en parler, je suis curieux d'ailleurs de le savoir, et comment ils vont vous passer une position spot OTC, hein, si vous allez jusqu'au bout, parce que c'est du livrable. Hein, si vous faites du contrat bétail, vous allez vous retrouver du bétail. Hein, donc là, c'est pas du bétail, ce sera du spot OTC. Mais c'est des carcasses de porc. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui ne voulaient pas spécialement être livrés et qui... Sur le Forex, je pense que ça a dû t'arriver, toi. Mais sur des, je sais pas, des matières agricoles... En fait, ce qu'il y a sur les matières agricoles, des fois, il arrive des short squeeze. C'est-à-dire que le dernier jour, tu as un spéculateur, il ne veut pas se retrouver avec 10 tonnes de blé. Donc en fait, si tu veux, il cherche à les vendre à tout prix, donc le cours, il part à 0. Oui, mais c'est Black Group qui n'autorise pas. Ils vont clôturer le contrat avant la date de livraison. Oui. Donc, ça ne va pas arriver. Enfin, là, il va mieux expliquer que moi, parce que moi, je ne suis jamais allé à la livraison, donc je ne peux pas te dire. Donc, puis lui, il a dû voir tous les cas particuliers, hein, des trucs. Donc, voilà. Donc, Eurex, c'est pareil, ils sont en train de proposer des contrats futurs. Alors, il y a une petite différence, c'est que Eurex, déjà, c'est un contrat standard de 100 000 €. Les sessions, c'est 8h, 22h. Alors, franchement, c'est amplement suffisant, hein, parce que l'euro-dollar, il ne faut pas oublier que les contrats futurs euro-dollar, ils suivent le spot OTC, parce que les devises, c'est de l'OTC, hein, et le marché, il est à Londres. Donc les heures 8h, 20h, c'est largement suffisant. Souvent, vous avez un trade le matin qui arrive entre 8h, 8h30, ce matin, il arrive à 9h. Mais souvent, c'est 8h, 8h30. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il est délivré, pareil, il y a moins de volume sur celle-là. Alors moi, j'ai vu quelqu'un, justement, de la DTB, parce que c'est la Deutsche Börse, en fait. J'ai déjeuné avec quelqu'un de la DTB ce midi qui m'a expliqué que là, actuellement, il y a 6 paires de devises. Ils vont augmenter énormément et ils vont changer autre chose. C'est-à-dire que maintenant, le contrat, la livraison sera dans la devise
ça sera dans la devise tierce, ce sera parce que le CMI, c'est tout en dollars, quoi, c'est tout. Et donc, en fait, ils sont en train d'attirer, parce qu'ils ont une demande énorme qui vient des asset managers. Les asset managers européens, ils veulent utiliser les contrats futurs pour se hedger. Les corporates, ils n'utilisent pas. Hein. Je veux dire, donc c'est ce qui va se passer. Donc en fait, l'offre, là, il m'a dit que c'était déjà en cours. Mais moi, j'y suis allé sur leur site hier. Là, ça, j'ai fait ça hier. Il m'a dit que c'est en cours. Donc c'est ces jours-ci. Il va y avoir une offre beaucoup plus grande. En fait, la DTB veut augmenter énormément, je dirais, l'activité sur les contrats futurs. Hein. Voilà. Bon, pour l'instant, il vaut mieux aller sur le CMI, hein, parce que le CMI, c'est là qu'il y a la liquidité. Moi, je vous conseille d'aller sur le CMI. Donc là, j'ai mis quelques graphes d'écran de eBay, hein, j'ai pris sur la plateforme. En fait, quand vous cherchez un contrat, donc en fait, ça c'est l'order book, hein, les level 2, vous avez les 10 meilleures offres, les 10 meilleurs cours à la vente, 10 meilleurs codes à l'achat. Et ben, vous tapez ici heure, EUR, et puis après vous allez sur futur, et en fait, ils sont déjà même présentés. Hein. Je veux dire, E7 c'est le demi-contrat, le M6E c'est le 10e. Alors le premier, je ne sais pas où il est, le 6E. Et puis en fait, quand on va plus loin, et ça je pense qu'il va vous le montrer en live, vous pouvez mettre euro, EUR, et puis ils vont vous dire, le lot c'est 100. Alors il y a un bug sur, enfin le point fait bien 125 000 $, mais vous avez un lot de 125 000 €. Le contrat phare, je vous dis, c'est les trimestres. Donc c'est celui-là qu'il faut traiter. Donc vous sélectionnez celui-là, et puis après vous avez le bon contrat. Hein. Et comment? J'ai fait la même chose sur DTB, et donc DTB c'est aussi le juin. Et on vous dit l'échéance c'est 21 juin. Et l'autre c'est quoi? C'est 19 juin. C'est le dernier, normalement ça c'est le dernier jour de trading, le 19 juin. Le contrat juin il s'arrête le 19 juin. Hein, voilà. Et donc là, je voulais vous dire aussi une autre spécificité. Un contrat futur, la date de règlement livraison, ben, l'envoi c'est en juin, c'est 19 juin. C'est pas dans 2 jours. Donc le cours il n'est pas le même. Là il y a le spot. Le spot, il était à 1,0649 là quand j'ai fait la copie d'écran. Le futur, il était à 1,0686. Donc on voit, il y avait 36, il y avait 37 pips. L'euro dans le futur, il est 37 pips plus haut. Hein. Alors pourquoi? C'est un différentiel de taux d'intérêt. Tout simplement parce que quand vous achetez de l'euro, qu'est-ce que vous faites? Échéance règlement livraison 19 juin au lieu dans 2 jours. Là, vous avez le temps de vous placer jusqu'au 19 juin. Donc vous achetez de l'euro. Vous le placez jusqu'au 19 juin. Pour pouvoir acheter les euros, ben, vous n'aviez pas d'argent, vous avez emprunté les dollars. Donc vous avez emprunté les dollars, vous avez vendu les dollars pour acheter les euros. Donc en fait, vous avez fait un emprunt dollar, un achat en euros. Donc en fait, si le différentiel de taux d'intérêt est en... Hein, et à la fin, il est très loin à la naissance du contrat. Si le différentiel de taux d'intérêt est très élevé, il est très loin à la naissance du contrat. Et à l'échéance, ben comme il n'y a plus de temps pour placer et emprunter, quand vous empruntez à un jour et que vous placez un jour, c'est que vous ne gagnez rien, vous ne payez rien en emprunt. Donc en fait, petit à petit, le cours du futur, il va rejoindre le cours du spot. Le dernier jour, c'est-à-dire le 19 juin, là prochain, vous verrez que le contrat futur, il vaut exactement le spot. Parce qu'il n'y a plus de différentiel de taux d'intérêt. Et au début, il y aura un écart. Alors soit il est au-dessus, soit il est en dessous. Donc nous, actuellement, il est au-dessus. Hein. L'euro-dollar futur, il est au-dessus. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je place un taux d'intérêt plus élevé et j'emprunte un taux d'intérêt plus faible? Ou alors est-ce que je passe un dollar? Ou est-ce que je place un taux d'intérêt euro faible et j'emprunte cher? À votre avis, le fait qu'il soit au-dessus, ça veut dire que je place un meilleur rendement en euros que le taux d'emprunt dollar, ou est-ce que ça veut dire l'inverse? Si le futur est au-dessus, ça veut dire quoi? Parce qu'il peut être au-dessus ou au-dessous. Alors réfléchissez. Acheter à 1,0686 ou acheter à 1,0649, qu'est-ce que vous préférez? 0,649. Voilà. Donc si vous achetez un 0,686, ça veut dire que faire un règlement échéance dans le futur, eh ben, est moins bien pour vous. Vous achetez plus cher. Donc ça veut dire que vous placez un taux d'intérêt en euros moins élevé que ce que vous empruntez en dollars. Ben, vous voyez, la Fed, elle monte ses taux d'intérêt, la BCE, elle laisse ses taux d'intérêt à moins 0,4 et de l'autre côté, vous êtes à 1%, entre 0,75 et 1. Donc en fait, le fait de mettre du temps, ben, vous coûte sur le différentiel de taux d'intérêt.
Si d'un seul coup la BCE elle monte énormément ses taux d'intérêt plus élevés que la Fed, à ce moment-là, le contrat futur il va passer dessous. Bon, c'est pas le cas. Et vous avez des marchés, quand vous achetez le CAC futur, en fait, vous empruntez de l'euro et puis vous achetez des actions. Et le rendement des actions, c'est quoi? Ben, si tu as des actions qui donnent un dividende entre le moment où vous avez acheté le contrat futur et la date d'échéance, vous pouvez donc avoir un CAC futur qui est en dessous du CAC indice. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que c'est une période de dividende. A l'inverse, le jour où il n'y a pas de dividende, le CAC futur il va être au-dessus. Hein. Donc en fait, attention, quand vous faites de l'analyse technique, et ben là, 36 pips au-dessus. Hein. Donc si vous avez vu une résistance à 1,07 sur le spot, ben vous, c'est pas un 0,7, c'est un 0,736. Le support, pareil, il est décalé du haut. Et tous les jours, l'écart, je vous ai dit, diminue, un demi-pip, un pip, etc. Donc il faut dire que quand vous faites votre analyse technique, vous choisissez les 6C, les supports et les résistances avec l'analyse technique, il faut décaler votre graphe, hein, puisque vous êtes sur un futur qui est décalé de 37 pips, quoi. Voilà, donc ça j'arrête. Le flash crash, donc je parle du flash crash du 7 octobre. Il y en a au plus bas, ils ont vu, il a duré 14 minutes. Un flash crash, c'est quoi par rapport à un crack? C'est un truc qui est très localisé sur une paire de devises. Un crack, c'est un truc c'est une crise qui est globale, qui va surtout les actions, toutes les devises, etc. Le flash crash, ça peut être un problème technique. Là, il y a eu plusieurs trucs. Il y a des gars en option qui ne pouvaient pas se hedger, etc. C'était un moment pas liquide, c'était à 1h du matin. Hein. Et ben, je dirais, vous avez une position en spot. Il y a des courtiers qui ont... Si votre stop, elle était là, il y en a qui vous l'ont fait à un 14,95 alors qu'on était à un 26 juste avant. Hein. Donc votre compte, il est carrément passé en négatif. Et puis il y a des courtiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans ces cas-là, quand tu as un flash crash, ils te disent, tu as vendu par exemple à 1,19, puis ils te rappellent une demi-heure après, non, ça c'était pas ton ticket, parce qu'il y a tellement d'ordres qui sont passés dans la même milliseconde. Ah non, toi, ton ticket, finalement, tu n'as pas vendu là, tu as vendu là. C'est ça, ils vous rappellent plus tard, parce qu'ils ne savent même plus à qui donner les petits, quoi. Hein, et donc en fait, le flash crash, si vous faites de l'overnight, mine de rien, c'est un truc qui peut arriver plus qu'avant, parce qu'il y a l'électronisation, etc. Donc attention, je dirais, si vous gardez des pauses la nuit, vous êtes dans ce risque. Hein. Votre stop loss, il peut être fait, votre compte est à zéro. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas arriver sur un contrat futur, ça c'est exactement ce qui s'est passé sur le CMI au même moment. Hein. Donc à 1h du matin, qu'est-ce qui se passe? Bon, à l'origine, il y a marqué qu'il y avait un article du FT. En fait, l'article du FT, c'était François Hollande qui disait qu'il voulait un Brexit dur, machin. Donc il y en a qui ont cru que c'était ça, mais en fait ça avait déjà été dit avant, donc ça n'a pas été la raison du flash crash. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le CMI, lui, il voit qu'il y a un mouvement extrême. Et bien en l'espace, alors il faut que je regarde combien c'était, en l'espace de 2 secondes, il déclenche un floor. Enfin, il déclenche une suspension d'abord en A, de cotation. Donc vous, ça veut dire qu'il est en train de ralentir le move. Donc si votre stop loss, il est, par exemple ici, il n'est pas fait. Hein, il n'est pas fait. Alors c'est-à-dire à un 21, il y a un 20, votre stop loss, pour l'instant, il n'est pas fait. Alors que sur l'OTC, il est déjà fait, votre stop loss. Hein. Vous, il n'est pas fait. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réouvre et elle met un floor. Donc vous pouvez traiter au-dessus. En fait, après, elle fait un floor pendant 10 secondes. Dans le premier court-circuit, c'était 10 secondes, là, ici. En fait, ils appellent ça un Velocity Logic Mechanism. En fait, quand il s'aperçoit qu'il y a une accélération très forte des cours, c'est automatique, le système, il fait une suspension. Après, il y a un floor. Le floor, il est à moins 400 ticks. Le compte en ticks, il est à moins 400 ticks. Il tient pendant, je ne sais plus combien, c'est 2 ou 5 minutes suivant les paires. Et après, s'il continue à y avoir une pression, on voit que les cours sont là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Après, il fait une nouvelle suspension cotation. En fait, il essaie de ralentir la folie qui est en train de passer. Après, il peut réouvrir et il remet un floor plus bas. Et là, ils ont refait une resuspension. Donc, je dirais, en cas hyper extrême, vous avez ça sur une bourse. Sur un contrat futur, vous avez ça. Vous ne l'avez pas sur l'OTC. Sur l'OTC, en cas extrême, le courtier, après, vous apprenez demain qu'il a fait faillite. Hein, par exemple, vous êtes fait exactement plus bas. Bon, de toute façon, en général, vous êtes quand même mal. Hein, parce que si votre stop loss n'est pas fait là et que le move il est vraiment fort, de toute façon, il va rouvrir avec des floors. Parce qu'il ne peut pas laisser éperdument un niveau irréaliste si le marché descend à la cave.
ils vont réouvrir, ils vont mettre des fleurs et des fleurs. Je veux dire, bon, il en parlera plus peut-être Brecht là-dessus. Bon, je présente ma formation. C'est 5 jours complets, petit groupe, 8 personnes. Il y en a une du 24 au 28 avril, c'est maximum 8 personnes, donc, et je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que font les gros. Je vous apprends à vous mettre à la place des gros, parce que c'est les gros qui font le marché, c'est pas les petits. Et on fait des trades en réel. Alors le but, c'est pas d'en faire 150 000, c'est plutôt de comprendre, parce que ce que je veux, c'est que certains trades, on va les faire ensemble. C'est pas moi qui... Le but, c'est pas de frimer. Hein. Et je veux dire par là, c'est pareil, c'est pas... Je m'assois dans un cockpit d'avion et je regarde le mec faire. C'est pas comme ça que j'apprends, quoi, je veux dire. Donc moi, je suis obligé de vous expliquer plein de trucs. Et puis, en fonction des chiffres économiques qui tombent, on va jouer les chiffres économiques, certains, et on va faire des positions options. Hein. Je vais vous expliquer les options, pas pour les traiter, mais pour vous expliquer ce qui se passe. Ce que font les traders options, le flash crash, à l'origine, c'est des traders options qui se hedgent. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qu'ils font, parce que les options, des fois, ça attire le marché à un endroit, à la hausse, à la baisse, ça le bloque. Vous voyez des figures d'analyse technique qui sont dues aux options, parce que ce qu'il faut, c'est comprendre ce que fait le marché. Hein, je vais vous apprendre où trouver des informations de banque, hein, pour vous faire votre analyse vous-même, et je dirais... anticiper, je veux dire par là, c'est ce que je dis toujours aux gens, vous êtes dans un baquet de Formule 1, mais vous êtes mentalement, physiquement dans le baquet, mentalement au prochain virage. Donc par exemple, quand il arrive un truc, là c'est ce que j'expliquais au salon du trading, il y a les NFP qui sortent, les non-farm payrolls vendredi, il y a des moods, hein, et maintenant les average early earnings deviennent plus importants que les NFP. Donc c'est à vous de chercher de l'info là-dessus, c'est à vous de sentir le changement. Les marchés ils changent toujours, constamment. Je veux dire, le truc qui marche ad vitam aeternam, c'est pas vrai. Vous travaillez tous dans un business, votre métier, il n'est plus du tout le même qu'il y a 10 ou 15 ans. Ben là, c'est pareil. Donc, il ne faut pas digérer les trucs tout cuits que vous donnent tous les courtiers, c'est à vous d'être proactif. J'arrête, parce qu'on ne m'arrête jamais, et puis c'est autour de Brecht. Merci.